Merci. Monsieur le Président Paul Kananoura, Institute, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et dignitaires, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais commencer à la suite de ceux qui m'ont précédé par des remerciements, bien sûr, pour les organisateurs de cette rencontre importante et aussi pour le Sénat. Donc le Sénat qui nous accueille aujourd'hui, sans oublier l'artiste, je crois qu'elle est toujours là, qui nous a, voilà, merci, qui nous a régalé tout à l'heure avec un très beau chant sur la paix. Et une pensée aussi pour sa sainteté le pape, même si on lui a déjà rendu hommage, moi je tiens à lui rendre un hommage un peu personnel aussi, parce que j'ai été, bien que musulman, élève chez les jésuites, donc j'ai toujours eu une petite préférence pour les jésuites. Donc, et il a fait honneur à l'ordre des jésuites, dans sa sainteté. Donc voilà, la paix et la sécurité. Bon, beaucoup a déjà été dit, et justement par le Premier ministre. Moi, ça me ramène à mes jeunes années, parce que en 2004, il y a presque juste 20 ans, j'étais membre de la commission Blair sur l'Afrique. Et donc, le Premier ministre Blair avait constitué cette commission. Il y avait, bien sûr, l'infrastructure, eau, agriculture, etc. Moi, je sortais quand même tout frais d'un coup d'État en Côte d'Ivoire en 99. Et donc, j'avais trouvé que c'était dommage qu'il n'y ait pas comme thème, la paix et la sécurité. Et donc, sans trahir de secret, j'avais menacé de quitter la commission si jamais un commissaire pour la paix et la sécurité n'était pas nommé. Ça s'était terminé dans une réunion assez agitée avec Gordon Brown et Tony Blair. Et finalement, ils m'ont fait l'honneur de me nommer donc commissaire à la paix et la sécurité. Donc, mon histoire avec la paix et la sécurité est ancienne. Et si vous consultez les membres du PDCI, qui est le parti que je préside en Côte d'Ivoire, je regardais tout à l'heure le programme qu'on prépare, le programme présidentiel qu'on prépare. Le premier thème, c'est une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. C'est le premier thème de notre programme présidentiel. Donc la paix, c'est une évidence. C'est un préalable, une condition nécessaire à toute activité et à toute vie humaine. C'est donc le bien le plus précieux et l'objectif le plus noble de toute action politique. Donc on a cité ici le roi Hassan II qui a été un artisan infatigable de la paix, mais il était très ami avec le président Houphouët-Boigny, qui lui aussi, pour ceux qui l'ont connu, ne parlait que de paix. Et de paix, et de paix, et de paix. Donc je vais juste faire peut-être quelques observations venues de l'expérience sur la paix. Une première, je vais parler deux ou trois thèmes. La démocratie, la décentralisation et peut-être un peu le commerce des armes, etc. Sur la démocratie, moi, quand j'ai du mal à faire comprendre ce qui se passe dans nos pays aux Européens, je leur dis, écoutez, c'est simple. Imaginez qu'on veuille élire un président de l'Union européenne avec pouvoir exécutif. D'accord ? On a one-man, one-vote basis. C'est ce que la plupart de nos États tentent de faire. Quand vous voyez la diversité historique, culturelle, sociologique, économique qui existe en Europe, le Portugais va dire, mais enfin, cette personne qui a été élue, il y a un paquet d'Allemands, qui ont 180 millions, et les Français 60, qui ont voté pour lui. Moi, avec mes 10 millions, je représente quoi? D'abord, il ne parle même pas ma langue. Il n'est jamais venu au Portugal. Il ne connaît pas mes problèmes. Donc, même s'il a eu 50% plus une fois, moi, je ne le reconnais pas comme chef de l'État. C'est vraiment une problématique qui existe dans beaucoup de pays africains, parce que le degré d'hétérogénéité qu'on a dans nos pays est comparable à celui qu'on connaît au niveau de l'Union européenne. Et donc, je suis vexé, quand on balaye tout ça et qu'on dit c'est du tribalisme, oui, l'Afrique, ça ne marche pas parce que c'est du tribalisme, on ne dit pas aux Portugais qui ne se sent pas suédois qu'il est tribaliste. Il a sa culture, il a son identité, il a son histoire. Personne ne pense à appeler ça du tribalisme. Mais c'est la même chose. Prenez la Côte d'Ivoire, il y a 65 ethnies. Les gens de l'Ouest, là-bas, les ouais, le docteur Mathias, lui, il disait, ouais, bon, on a rencontré ces chefs traditionnels, ouais, mais ils ont toute une culture. Là, ils demandent à me voir, ici à Paris, 400 d'entre eux. Et vraiment, quand vous parlez un ouais, Côte d'Ivoire, c'est tout petit à l'échelle africaine, vous parlez un ouais, et vous allez après chez les Koulango, là-bas, ou les Abrons, à l'autre bout du pays, mais c'est comme si vous étiez sur des planètes différentes. Là-dedans, il y a des cultures matriarcales, des cultures patriarcales, des cultures où la propriété de la terre est commune, des cultures où la propriété de la terre est individuelle. Vous prenez tout ça, vous jetez ensemble, et vous croyez que parce que vous avez mis un bulletin dans une boîte, vous avez une démocratie, même si vous avez une belle constitution.
Ça va pas marcher. Donc il faut réfléchir à quelles sont les conditions nécessaires pour que ça marche. Parce que malheureusement, le vote a été générateur de conflits. Je ne veux pas parler de la Côte d'Ivoire actuellement, sachant que je viens d'être exclu de la compétition présidentielle. Mais il faut croire que, bon, enfin, on dit ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la répéter ou à la revivre. Mais c'est vraiment une ignorance complète des leçons de l'histoire qu'une décision aussi pathétique a été prise. Bon, passons. Tout ça habillé de maquillage réglementaire, légal, etc. Bon, on pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse. Mais mon point donc, c'est de dire que, et j'utiliserai l'Afrique du Sud comme exemple, quand vous avez une minorité qui accapare le pouvoir, qui accapare la rente économique et qui contrôle tout, si vous voulez sortir de cette situation, il faut absolument protéger ses droits dans l'exercice de sortie. Et je dis, pour moi, les Blancs en Afrique du Sud, c'était juste une autre tribu. Ils étaient là-bas depuis 200-300 ans, c'est comme n'importe quelle tribu africaine. Et ils avaient accaparé le pouvoir, comme font beaucoup de tribus africaines quand le président émane de leur rang. Hop, on prend tout. Bon. Et après, on est coincé. Il n'y a pas d'alternance possible. Parce qu'on dit, oh là là, mon Dieu, si les autres arrivent, nous, on est fichus. Donc, là où je veux en venir là-dessus, c'est sur la protection des droits des minorités. Je crois que c'est essentiel d'inscrire dans nos constitutions une vraie protection des droits des minorités, parce que c'est une condition du bon fonctionnement de la démocratie. Tant que vous ne ferez pas ça, vous aurez des groupes qui vont se battre les uns contre les autres à un moment. Bon, je vais parler de la Côte d'Ivoire, prenons l'histoire récente. En 1995, vous avez en gros eu un président qui est Bédié, qui a fait face à une coalition entre Alassane et Gbagbo, donc l'Ouest et le Nord, boum, c'est tombé. Ça, vous avez eu un président de l'Ouest qui a fait face à une coalition du Nord et du Centre, donc les Baoulés, il est tombé. Aujourd'hui, vous avez un président qui fait face à une coalition qui, lui, est du Nord, du Sud et de l'Ouest. Et bon, je vous laisse tirer vos propres conclusions, ça ne va pas marcher. Ce sont des équilibres instables. Parce que dès que vous faites ça, vous avez une coalition immédiate des autres contre vous. Et à la fin, vous perdez. Donc le seul équilibre qui marche, c'est celui où tout le monde se sent impliqué et tout le monde a quelque chose à perdre ou à gagner. Désolé, c'est un long développement, mais ce sont des sujets pour moi très vivants et qui empoisonnent la vie politique de tous nos pays. Et derrière ça, il y a le problème du partage. Vous avez beaucoup parlé des ressources minières, je suis totalement d'accord. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec Paul Collier sur tous ces problèmes-là. Les problèmes du partage équitable de la rente minière ou agricole, et ça, est aussi au cœur du problème. Parce que toute ressource minière se trouve sous un sous-sol, et bien si ceux qui sont là, qui constituent un ensemble ethnique, ne se reconnaissent pas dans la communauté nationale, disent nous on va juste prendre ça, et puis bon, on va prendre tout le pétrole, on va prendre tout l'uranium, on va prendre tout le cobalt, et puis on va faire sécession, on ne va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir. Donc le deuxième thème de notre programme économique, ça a été économie et équité. Parce que parler d'économie sans parler d'équité, c'est vraiment perdre son temps. Ce qui compte, c'est pas seulement la création de richesses, c'est comment on répartit ces richesses et que les règles de répartition de ces richesses soient acceptées de tous. Donc je ne veux pas inquiéter trop notre animatrice, je vais m'arrêter, mais je ferai juste un dernier commentaire. Donc la démocratie, les constitutions, fonctionnement de l'économie qui doit être raisonnablement équitable, protéger les droits des minorités, et accompagnant ça la décentralisation, une vraie décentralisation. Moi, tous les ensembles de taille raisonnable que je connais, qui fonctionnent et que je respecte, sont des entités relativement décentralisées. Que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, que ce soit même la Suisse, que ce soit d'autres pays, parce que c'est la seule manière de gérer la diversité du réel. Si vous voulez mettre des systèmes centralisés là-dedans, et ça je dois dire que quand on est de culture française, c'est pas un réflexe naturel, la décentralisation, la vraie décentralisation, vous n'y arrivez pas et vous avez des systèmes qui sont générateurs de conflits, où vous allez de crise en crise, de problème en problème. Les migrations ont été mentionnées, donc je vais passer là-dessus, mais c'est aussi un gros sujet, on pourra y revenir. Et peut-être un mot quand même sur les armes, parce que c'est une évidence de dire toujours qu'il y a pratiquement pas de fabricants d'armes en Afrique. Pourtant, il y a beaucoup d'armes en Afrique. Donc il faut quand même s'interroger sur les mécanismes de financement et les mécanismes d'échange qui font que tant d'armes trouvent leur chemin entre les mains de personnes sans moralité, sans éthique, trop jeunes et trop agressifs. Donc c'est tout ça, c'est tout ce cocktail-là qui, je pense, conduit au conflit, sachant que, et je finirai un peu là-dessus, l'Afrique c'est 54 pays, 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui. Moi, ma statistique préférée sur l'Afrique, ce que je dis quand je veux faire comprendre aux gens nos problèmes, c'est que c'est 30 millions de kilomètres carrés. Donc si vous allez sur Google, vous prenez l'Afrique, vous pouvez mettre dedans les USA,
la Chine, le Brésil et l'Inde, et il restera de la place. Ça, c'est le seul moyen de faire comprendre aux gens la taille de ce continent qui, dans les projections de Mercator, est représenté à une portion de sa taille. On sait tous que les vraies cartes du monde à l'échelle réelle, l'Europe est comme ça et l'Afrique est comme ça. Bon, voilà. Quand un vol Londres-Hong Kong, c'est 11 heures. Quand vous volez 11 heures du Caire, vous êtes au Cap. Voilà. Donc c'est quand les gens me disent, mais oui, vous êtes tous en Afrique, la distance est la même qu'entre Londres et Hong Kong. Vous croyez qu'il y a quelque chose en commun entre deux endroits aussi éloignés géographiquement. Donc l'Afrique, je n'aime pas parler de l'Afrique parce que c'est justement vous parler dans des généralités d'une réalité qui est extraordinairement complexe. Mais même ça, c'est un message qu'on doit arriver à faire passer. Parce que si on prend les problèmes à ce niveau-là, c'est vraiment beaucoup trop loin, beaucoup trop haut, et on n'arrive pas à trouver des solutions pragmatiques. Mais je pense qu'avoir des démocraties qui marchent, avoir des systèmes de répartition des fruits de la croissance, etc., qui sont raisonnablement compris par et acceptés par les populations, et avoir aussi un consensus quand même pour faire que ce soit plus difficile qu'aujourd'hui de financer des armes et d'échanger des armes et d'obtenir des armements sur le continent, ce sont des conditions qui peuvent permettre d'arriver à une meilleure situation en Afrique, ce que j'espère voir de mon vivant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.